on est très content de pouvoir vous présenter brièvement, parce que ça sera 15 minutes vraiment, le projet que vous connaissez déjà un peu, bien sûr. J'essaierai quand même de partager un petit peu quelques éléments qui étaient sur la table, qui ont joué un rôle dans le processus du dessin, je pense. Quelques éléments, j'espère que peut-être dans le débat, dans la discussion, on peut prendre quelques clés de ça. Et voilà, je commence. Donc, à la fin, le projet que nous avons présenté durant le concours, brièvement, c'est ce projet-ci que vous avez déjà vu. Le projet pour la nouvelle faculté de l'architecture dans la caserne Fonck. C'est un projet, à la fin, très simple, une sorte de, peut-être, élément clé, une sorte de grande barre avec une hall à côté qui cherche une sorte de, je dirais, négociation avec le contexte actuel de cette caserne, qui est bien sûr un contexte, une sorte de photo momentanée, c'est-à-dire aujourd'hui c'est comme ça, il y avait des différentes couches, on a déjà parlé de ça aussi dans le premier débat, quelque part, différentes couches d'une caserne qui n'était pas toujours caserne, qui était au début à baie, desquelles il y a encore quelques traces, encore surtout un bâtiment quelque part clé, un bel bâtiment protégé, mais surtout de différentes couches de bâtiments, de différents êtres qui font une sorte de totalité, d'une sorte de fait urbain, si on peut le dire comme ça, une sorte de complexe de bâtiments quelque part prêts à réimaginer. Donc, dans le concours, au début du concours, et je voudrais partager ça, c'est plutôt parce que c'est drôle, on a pas mal réfléchi parce que la question de ce projet était particulière, c'est-à-dire élargir, je ne sais pas si ça marche parce que j'ai toujours des grands soucis avec, mais élargir, disons, l'école d'archi avec ces conteneurs ici, sur un terrain qui est bien sûr autour de l'école même, mais desquels au minimum ils nous ont donné au début tout ce terrain ici, hein, donc de la cour, avec ces bâtiments qui touchent bien sûr les autres bâtiments que vous connaissez très bien, et même ici, cette zone-là. Et réfléchir comment donc réimaginer une sorte d'extension, un autre bâtiment, une autre manière d'utiliser les bâtiments du projet. Et donc, je me souviens très bien qu'au début, on avait pensé vraiment, est-ce qu'il n'y a pas manière de tourner ce cours quelque part un projet? Donc on a fait ce projet un peu fou, vous le voyez ici, et on a fait des différentes versions, c'est que quelques photos qu'on a encore, des maquettes. On avait réfléchi, est-ce qu'il y a une manière de vraiment occuper tout le cours et renégocier l'être du cours et dire la cour est le centre du projet. Une deuxième, je dirais, démarche était plutôt de travailler ailleurs, donc c'est-à-dire une sorte de projet de concentration. Vous le voyez ici, une concentration que vous avez aussi vue dans des autres projets des concurrents, je pense, et un autre type de concentration là. Donc, de nouveau, réimaginer la cour, mais surtout en recherchant les extrêmes, c'est-à-dire l'école actuelle quelque part, et la positionnement actuel de la bibliothèque. Ce qui était fascinant, que les deux avaient des certaines qualités, mais dans chacun des deux, peut-être surtout aux premières, c'était potentiellement super intéressant, une sorte d'école horizontale, hein, mais avec bien sûr beaucoup de ins and outs. C'était un bâtiment très cher, très complexe avec sa négociation, avec ce bel bâtiment ici protégé. Et quel type d'espace est-ce qu'on génère?
le deuxième, disons, élément de réflexion, c'était oui, concentration certainement, mais il y avait surtout toujours des manques de qualité, c'est-à-dire on peut imaginer des espaces pour travailler, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges avec l'extérieur? C'est quoi en fait la vraie relation avec la cour? C'est quoi les qualités de vue? Comment est-ce qu'on vraiment vit ensemble sans être tout le temps quelque part mélangé avec l'autre? Donc je pense dans cette réflexion, le moment que pour nous ça devenait beaucoup plus clair. Et ça, je pense, c'est un des premiers moments du projet. C'est encore un projet, c'est pas vraiment la vraie version qu'on a présentée. Mais donc, quand on a pensé un peu version fou, est-ce qu'il y a manière de chercher cette relation avec la cour dans une sorte d'être, une sorte de figure très longue qui bien sûr, qui prend sérieusement ce nœud des bâtiments existants, qui cherche peut-être potentiellement la relation dans le concours, même encore très importante pour nous, avec la bibliothèque, qui travaille sur cette façade de manège et qui cherche une sorte de relation directe et simple avec une sorte de futur learning center qui est, parce que ce parti appartient à l'école, mais qui est quelque part caché par ce bel bâtiment qui fronte le cours. Donc je pense ce moment-là, c'était vraiment une sorte de moment clé qui n'était pas seulement une sorte de démarche urbanistique, si on peut le dire comme ça, en cherchant la belle figure pour négocier la cour et l'existence de la faculté, mais que nous permettait aussi, disons, d'introduire quelques idées, quelques images de référence. Donc, c'est bien sûr une sorte de reconstruction d'un développement, mais pour nous, il y avait quelques idées clés, c'est-à-dire pour un ici de Urban Fact, livre qu'on a fait avec l'école, avec Yelena aussi, qui est ici, sur aussi, je voudrais montrer ça plutôt pour montrer cette question de faire une sorte de bâtiment qui est contextuel, mais qui est soi-même très simple, une figure très, disons, symétrique, très autonome, mais quand même qui cherche une sorte de changement de la lecture d'un contexte. Une idée de big house, je vais y retourner, donc c'est-à-dire un bâtiment public qui a quand même un seuil. Je pense que c'était important pour nous directement, même dans un bâtiment long. Quelque part, ces figures constructivistes qu'on avait pensé, est-ce qu'il y a encore manière d'ajouter une couche dans ce contexte de la caserne Fonck où tous les bâtiments sont quelque part très spécifiquement bâtiments fiers de leur époque. Est-ce qu'on peut encore ajouter, il y a quand même aussi, je dirais, cette couche moderniste à Liège. On a pensé, est-ce qu'on peut revivre une sorte de couche moderniste dans l'idée, mais aussi avec ce don commun, on peut dire, et peut-être aussi avec l'écho là de Palmino. Est-ce qu'il y a manière de faire cette relation très directe entre cour et bâtiment? Donc, est-ce qu'on peut vivre la cour, Palmino, je pense, c'est vraiment ça, cette relation directe entre les étages et le paysage. Mais dans l'idée de dom commun de Ginsberg, ça c'est pas Ginsberg ici, mais, ou de Leonidov, ou des autres constructivistes, est-ce qu'il y a manière de comprendre, vivre et travailler, être là, dans ce bâtiment, comme une sorte de typologie possible d'une école d'architecture ou de la relation entre étudiants d'architecture, ça et son travail, et donc le bâtiment même. Donc, ces couches étaient du coup présentes. Et avec ces éléments, on a commencé à travailler. Donc, vous le voyez ici, ça c'est une des premières maquettes. Et au début, c'était vraiment une figure beaucoup plus constructiviste, on peut presque dire quelques étages, une sorte étrange hall plate, vous le voyez ici, et deux noyaux, une sorte de noyau triangulaire, une sorte de noyau rectangulaire. Après, et on a encore présenté une sorte de noyau là, vous l'avez vu dans le projet de concours, maintenant on a déjà enlevé parce que ça a bloqué quand même pas mal de fenêtres de la manège. Et avec cette découverte aussi une sorte étrange être, une sorte de façade de coupée, une sorte de figure, une sorte de
pages blanches avec des trous, presque comme ces pages de musique qu'on peut des fois trouver. Et on a beaucoup aimé ça. Donc, et ça a devenu quelque part une sorte de découverte de ces démarches. Et cette page blanche est devenue aussi page image de notre concours. En plus, quelque part, une page qu'on a quelque part enlevée dans le processus plus actuel. Donc ça sont des éléments que vous pouvez voir. C'était très du début, je pense, une sorte d'étage occupé avec très peu d'autres éléments, parce que tous les éléments d'occupation, on enlève. Donc vous voyez ici, bien sûr, cette idée d'avoir ce grand figure, cette hall, la cour qui est centrale du projet, encore la bibliothèque. On avait présenté dans le concours de mettre l'administration là-dedans, mais très vite après, c'était clair que ce n'était pas une bonne idée. Et donc une sorte d'idée projet futur, de Learning Center ici, mais j'ai complètement oublié où est mon rouge. Ah si, là-bas. Donc ça comme des éléments, mais aussi bien sûr, comme je viens de dire, quelque part introduire une sorte de linéarité assez cassante, assez extrême, assez radicale, comme sorte de dernière démarche pour refaire l'équilibre dans la caserne. On pense Galaratese, bien sûr, on pense une sorte de projet que nous avons fait il y a longtemps, une sorte de projet mûr, réflexion sur la Galaratese, en fait aussi à Galaratese, à 2005, mais aussi, comme je viens de dire, une sorte d'étagère occupée, où on a, je dirais, chaque élément qui aide à l'occupation, on enlève des espaces même. Donc, je pense que c'est plutôt cette idée, une sorte de big house, une sorte de grande maison, de nouveau, qui a survécu ce processus et qui a fait que c'était plutôt une sorte de grande ligne, une sorte de séquence des espaces avec tous les fonctions, tous les éléments qui font fonctionner cette grande maison pour les enlever et les mettre juste à côté. Voilà, ici vous voyez donc les photos de maquettes de concours. Donc dans le moment du concours, cette façade était très importante pour nous. Et c'était une sorte de yin-yang quelque part entre façade mouais et façade très communicative. Et donc de nouveau, on retourne aux images de concours, les collages qu'on a fait, qui voudraient montrer quelque part l'idée de seuil. Vous voyez ici le seuil, l'idée de différents espaces presque donc communs à habiter pour travailler, l'idée de terrasses bâtiments et donc sorte d'expression de colonnes et murs. Donc du directement, je pensais que c'est l'idée d'avoir un grand mur, une grande fenêtre. Donc voilà, ici on retourne dans quelques planches du concours, la figure clé. Le hall, encore deux noyaux, vous le voyez ici, un noyau qui négocie avec cette petite placette qu'on crée. La grande cour est dessinée avec des vignes, encore une petite placette ici à l'entrée, une sorte de zoning futur avec un learning center. Et de nouveau là, vous voyez, même manière, quelque part, encore ce mur complètement aveugle, presque papier à dessiner, et les deux noyaux et le hall. Qui cherche une sorte d'entrée aussi directement vers la ville, au moins une sorte de, je dirais, shop window, on peut dire. Donc, le campus actuel est la proposition très simple, quelque part, faire une sorte d'urbanisme avec un minimum de figures, mais complètement changer, quelque part, l'équilibre de l'espace. Donc, vous le voyez ici. La coupe, donc vous voyez ici que l'auteur était une sorte de négociation d'auteur existante et c'est bien sûr d'une manière méchantement réfléchir c'est quoi les auteurs actuels et pas les surpasser mais bien sûr chercher une sorte de présence. Et en même temps chercher la dialogue très importante pour nous avec la manège et en cherchant une sorte de belvédère ici qui ouvre vers ce manège et donne des possibilités vers ce manège et qui va faire vivre aussi leurs fenêtres, leurs façades d'une manière qu'aujourd'hui ça ne se passe pas vraiment.
Donc ici, vous voyez donc, les 3 étages des ateliers, une sorte de 4e étage d'atelier temporaire dans le concours. Encore ici, l'administration dans le temps, le bâtiment d'éducation, bien sûr, avec les différents espaces d'éducation, tout simplement. Et ici, le belvédère, avec tous ces couples, fenêtres, la négociation avec la manège et aussi une potentielle entrée à l'autre côté. De nouveau, un élément, une page des éléments de référence. Je pense chez nous, déjà au début, il y avait quelques idées clés. Pour un part, ce grand hall Beaux-Arts, on peut dire, hein, ici à droite. Une sorte d'idée, ici vous le voyez, ce projet de Herman Miller, de Frank Gehry, une sorte de urban fact quelque part, hein, une sorte de figure qui est faite par des différentes figures qui fait le lien entre tout ce qui est existant ou qui est déjà là ou est pratiquement là pour faire une sorte d'intensité, une densité des idées. Ici, une image d'une bibliothèque qu'on vient de finir, donc un big house dans la manière très directe, très évidente, une sorte de figure très simple, rotule presque, mais qui, à soi-même, être très abstrait, essaye de réorganiser ici l'école et le contexte à Sint Maartens-Latem des maisons, et qui est autre, mais qui, quelque part, fait partie du même ADN. Et donc, absolument là peut-être très clair. Toujours il y avait dans notre tête une sorte de bar, si c'est Ginsberg au Sana, mais très épais, si je dis bien, c'est épais, fine, très fine, pardon, très fine, tu as raison, oui, je me trompe toujours de ce mot, très fine, qui est habitée et qui cherche quelque part dans ces 2 directions une relation claire. Et c'est peut-être là que le projet a le plus changé, et pour cette raison, le Bunschaft et Nathalie de Blois, le PepsiCo est intéressant, je pense, parce qu'on était toujours fasciné par un projet qui joue avec les 2 conditions, mais qui prétendent d'être similaires et symétriques. Donc ici, le PepsiCo est un super exemple. Non? Ici, le bâtiment touche le voisin, là il est libre, mais quelque part, le bâtiment se présente comme une sorte d'être autonome et clair. Donc avec tout ça, je pense, on a commencé avec les inputs, bien sûr, de l'école, de retravailler un petit peu le bâtiment. On a travaillé surtout sur cette figure claire et simple, vous le voyez ici. Beaucoup des éléments que j'ai déjà partagés, je pense, sont exactement là. Le seuil, les différents étages, la belle étage, le belvédère, pardon, qui est ici. Une idée d'accès qu'on a retravaillé, vous le voyez là, avec l'escalier. Cette grande cour, bien sûr, qu'on travaille avec. Ici, vous le voyez aussi de nouveau, on voit l'étage du belvédère, les 3 étages des ateliers. Maintenant, on parle de l'administration au rez-de-chaussée. De nouveau, l'autre partie de cette même image, on a encore cette belvédère. On va voir l'hall plus transparent qu'avant, à l'autre côté. Mais on a aussi, bien sûr, ici, quelque part, la recherche à faire cette même négociation avec un bâtiment qui est beaucoup plus, je dirais, symétrique. Peut-être à la manière PepsiCo, si je peux le dire comme ça. C'est un bâtiment avec une double coursif, les deux étages, qu'au rez-de-chaussée, ça devient quelquefois une sorte de hall. Ça, c'est ici belvédère, mais c'est un peu difficile à voir. On a des espaces temporaires avec des espaces semi-fermés qui fait que ça devient vraiment un espace utilisable, mais encore ouverte, encore très, très différente des autres étages. Et après, une sorte d'étage clé, un étage de base des autres 3. Donc, vous voyez, le noyau est bougé. C'est un grand noyau maintenant, centralisé. On a les 2 façades encore, mais les 2 coursifs. On a un coursif quelque part lent, terrasse vers la cour, et un autre coursif qui est vraiment une sorte de coursif shortcut qui fait que cet grand espace peut être grand atelier, peut être séquence d'atelier, mais que peut être aussi dans le futur des différentes classrooms, quelque part, avec des portes, avec des coursifs, vraiment dans cette tradition d'une sorte de
je dirais, cette modernité quelque part ouverte où toute la circulation se trouve à l'extérieur. Donc ici, vous le voyez, en coupe, encore avec des bonnes discussions avec la manège, une vraie relation entre les deux. Aussi, eux, ils ont cet accès. La même chose au rez-de-chaussée. Et ici, bien sûr, cette relation avec ce grand noyau maintenant qui fait aussi noyau des autres bâtiments autour du hall. Et de nouveau, ici, on coupe à travers le hall, je pense. Et donc là, disons, les dessins actuels des différents étages, et vous le voyez, c'est quelque part une sorte de grande étagère complètement ouverte avec que des noyaux à côté, que des colonnes et des petits noyaux qui font que ça fonctionne quelque part un petit peu dans l'histoire que je n'ai pas parlé de Bahreïn, cette petite maison. Et ici, vous voyez encore quelques images de la maquette actuelle dans notre bureau qui le montre quelque part, ce bâtiment qui est très autonome maintenant, qui cherche à être au même temps étagère et sur de grandes warehouse, qui cherche quelque part cette symétrie, mais comprend que cette symétrie n'est pas utilisée de la même manière, donc c'est une sorte de symétrie légère. Et qui cherche bien sûr aussi cette relation avec la manège beaucoup plus directe. Les ouvertures vers la manège sont très claires. Aussi, en enlevant ces grands noyaux ici, ils ont vraiment leur relation directe avec cette placette qui devient une sorte de lieu très important, je pense. Et que, bien sûr, qui a encore cette relation très ouverte et très directe avec le cours qu'elle dessine quelque part par sa être. C'est cette relation qui était clé du début de ce projet. Donc ici, on a enlevé un de ces bâtiments existants, bien sûr. Ce n'est pas l'idée. On va enlever pour vous montrer la relation entre la hall et donc la barre. Vous voyez aussi que, en fait, ce seuil duquel j'ai parlé, ce seuil c'est une sorte de logique du fait que ici la rue est un petit peu plus haute. Ça, c'est tout, disons, au même hauteur, et ça crée quelque part cette seuil avec la cour qui est intéressante. On pense bien sûr un seuil qu'on va facilement traverser, mais qui cherche encore exactement cette relation entre être juste à côté, mais quand même avoir cette petite différence. Donc ici, vous voyez la dernière image, je pense, des toitures avec la ruelle aussi, la manège, qui devient très importante, une sorte de ruelle très traversante, et la hall vers la rue. Voilà, je pense que c'est ça. J'espère que ce n'était pas trop long. C'est plutôt des éléments. Je voudrais quand même encore remercier Hugo qui est ici, qui ne va pas s'asseoir ici, mais qui est chef de projet de ce projet, qui travaille tout le temps là-dessus. Merci Hugo. Bon, merci beaucoup Kersten. Pour commencer, je voudrais quand même saluer les organisateurs de cette manifestation Building Pedagogies, qui est, je trouve, assez extraordinaire d'avoir saisi l'occasion de ce concours de transformation d'une école d'architecture pour en faire un support pédagogique d'abord pour les étudiants, de suivre comme ça le développement d'un concours, de toutes ces étapes, de documenter toutes ces étapes, de les montrer, de les mettre en discussion. Je trouve que c'est très intéressant. Et puis je voudrais saluer aussi l'agence Office pour la générosité avec laquelle ils ouvrent la boîte noire, je dirais, de ce projet en montrant les différentes étapes, les différents développements. On sait bien que un projet, c'est un processus qui est long, qui n'est pas forcément linéaire, et c'est assez rare finalement d'avoir l'occasion d'entendre un architecte dévoiler un peu la cuisine interne de ce processus. Alors là, tout à l'heure, je visitais l'exposition, et donc
la version du projet que moi j'ai vue est déjà un peu ancienne, je dirais. Je vois que le projet a déjà beaucoup évolué et c'est évidemment entre un projet de concours et son atterrissage, disons, dans la réalité, forcément, il y a un certain nombre de mise en discussion, de contraintes qui viennent altérer, je dirais, ou mettre en tout cas en discussion certains éléments du projet, et notamment cette barre, qui est un élément très très fort du projet, que je trouve extrêmement intéressante, qui m'intrigue beaucoup, je dois dire. Peut-être qu'une des premières questions pourrait tourner autour de cet objet qui est à la fois très très fort, qui vient s'inscrire avec comme un corps étranger. J'ai lu ça dans la note du projet, un corps étranger qui vient s'inscrire dans un ensemble déjà très constitué, avec plusieurs strates, etc. Donc un objet qui a une certaine force et en même temps que je trouve qui a une certaine ambiguïté. On pourrait dire. Peut-être c'est là-dessus que j'aimerais vous questionner sur cet objet qui est présenté tantôt comme une barre, comme un objet tridimensionnel, et tantôt comme une vitrine, comme un écran, comme un objet qui est plutôt bidimensionnel, qui affiche plutôt l'identité ou la présence de l'école d'architecture dans l'espace urbain. Alors là, je vois que dans le projet tel qu'il a évolué, cette barre semble beaucoup plus poreuse, on pourrait dire, elle acquiert plus d'épaisseur que dans les précédentes versions du projet. Donc voilà, cet objet qui est à la fois un objet moderniste, qui assume clairement sa filiation avec le mouvement moderne, et en même temps qui remet un peu en question le dogme de la transparence, de la transparence littérale, absolue, qui animait quelqu'un comme l'agence SOM, par exemple, dans le building que tu as montré tout à l'heure. Donc voilà, et comment vous entendez cette ambiguïté de cet objet qui peut-être, comment dire, et aussi sa capacité à assumer cette altération éventuelle due à cette mise en discussion post-concours. Oui, c'est une grande question. Je voudrais dire, c'est peut-être important de comprendre que le concours, au début, était, disons, c'était toujours très clair, je pense, pour tous les compétiteurs. C'était un concours de master plan ou master plan plus un bâtiment. C'est-à-dire, c'était très clair que la question était, il y a la caserne. La caserne est complexe. On a cette étrange situation, parce que, et je pense que ça représente la meilleure avec ce rouge, on peut l'imaginer comme bâtiment, mais disons, l'étrange situation, c'est que tout ce rouge appartient à l'école d'architecture. Donc la cour est de l'école d'architecture. Mais ce n'est pas évident de construire sur la cour. C'est-à-dire, tu vas détruire la cour, comme ici, cette première démarche, un peu fou, mais quand même, c'était une sérieuse démarche dans le bureau. Tu peux construire dans les extrémités de ces cours. Ou tu peux, bien sûr, tu peux dire, ah non, c'est le bâtiment d'architecture là qu'on va faire un truc. Et il y avait pas mal de concurrents aussi on réfléchit là-dessus. Et je pense, après quelques tests dans le bureau, pour nous, c'était clair que une des grandes questions, c'est comment valoriser le fait que ce cours est à nous, à vous, c'est-à-dire à l'école. Et est-ce qu'il y a manière de faire ça d'une manière relativement subtile, mais sans éviter la question?
parce que la question est trop grande. Hein. On ne peut pas dire, oui, on va nous mettre ici version 2 quelque part, hein. On va nous mettre à côté, j'essaie, ça ne marche plus. Ah oui, version 2, hein. On va mettre ici le bâtiment, oui, parce que c'est aujourd'hui le bâtiment de l'architecture, donc voilà, on va densifier. C'est une sorte de, comment dire en français, missed opportunity. Parce que, en plus, master plan veut dire plus que ça. Master plan veut dire aussi que, et si je retourne au 1, oui, ça veut dire aussi que, quelque part, le parti qui, aujourd'hui, on dit peut-être ça devient le Learning Center dans le futur, qui fait partie de l'ancien cluster des bâtiments et la plus ancienne, c'est, au minimum, c'est un point de négociation. Donc, quand on fait un master plan, on doit imaginer comment est-ce qu'on peut renégocier notre positionnement comme école d'architecture dans la caserne Fonck. Et pour nous, c'était hyper clair. On doit trouver une manière de se mettre sur la table de négociation avec nos voisins en disant « nous sommes là ». Et alors ? Parce qu'on a le droit. Quelque part, on a le droit, nous sommes là. Et donc, on a cherché pour longtemps la bonne forme de ce point de négociation. Et je pense la barre était surtout ça. Au début, c'était ça. C'était comment est-ce qu'on peut, avec une geste, si je peux le dire comme ça, connecter les bâtiments actuels, le bâtiment actuel de la bibliothèque, qui au minimum dans le concours faisait partie de la négociation, nos voisins en face, la manège, la cour, et peut-être même le futur au-delà, ce bel bâtiment en face de nous. Donc, est-ce qu'il y a un geste qui peut, très, très simple, mais qui peut dire tout ça, nous nous mettons en milieu et en disant ça, on dit « et alors ?» On discute. Donc, pour nous, c'était vraiment, premièrement, un master plan. Donc, si on fait un master plan et on doit formaliser une sorte de manœuvre, c'est comme l'échec, tu fais ça. Après, bien sûr, tu fais ce geste et tu dis « wow, je pense que nous ne sommes pas cons. Tu vas faire un bâtiment à 2023, 25, 27, et c'est long et fin. Wow. Est-ce qu'on peut faire ça ? Hein ? Je me souviens très bien au bureau, on m'a dit oh, on va faire un bâtiment long et fin. Est-ce qu'on peut faire ça ? Est-ce qu'il y a encore manière de dire à les gens on va faire un bâtiment long et fin ? Et les gens vont dire ouais, pourquoi pas ? Donc ça, c'était vraiment une vraie question. Parce qu'aujourd'hui, tu fais des bâtiments épais et bas, compacts. Donc pas long et fin. Long et fin, c'est vraiment le pire du truc. Tu ne peux pas faire ça. Donc, est-ce qu'il y a manière d'expliquer ? Est-ce qu'il y a manière de chercher une sorte de, je ne sais pas, des ancêtres ? Est-ce qu'il y a manière de comprendre qu'est-ce que ça veut dire des bâtiments longs et fins ? Et je pense que ces références-là de Aalto importantes. Même si, en fait, la version idéale de son projet, maintenant, c'est un peu muté, mais c'était une sorte de mur, des colonnes, et c'était en fait une grande terrasse, c'était rien d'autre. On parle de ces parties-là. Ici, le parti, je ne sais pas si mon rouge, si ces parties-là, hein, avec les, je le montre à toi. Et on a dit, ça c'est quand même, Aalto c'est un bon architecte, hein, on peut se mettre d'accord là-dessus. Il y a une relation entre le bâtiment et le paysage. Ok, on cherche ça aussi, c'est bon. Donc, et peut-être il y a manière de dire, faire une sorte de structure simple, habitée. On peut peut-être encore faire ça. Après, avec l'idée là de chercher une sorte d'écho, c'était important pour nous. Est-ce que cette histoire, si je peux le dire comme ça, peut-être j'idéalise, désolé, cette histoire moderniste liégeoise, est-ce qu'on ne va pas embrasser ça ? On a ici l'école d'architecture à Liège. C'est incroyable. On peut aimer, on peut détester, certainement, mais amener ça dans le débat, c'est une bonne chose. Peut-être les bâtiments ne sont pas super bons, mais il y a manière de peut-être faire une sorte de maquette de ce bâtiment, une sorte de version, mini-version. Donc ça. Et après, c'est quoi en fait cette version idéale ? Ah oui, le Dom Comuna, c'est intéressant. Donc Dom Comuna, constructivisme, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Et donc là, et vous voyez là, cette figure incroyable, non ? C'est une longue barre, c'est un hall, quelque part, c'est l'idée. Et donc, je pense que c'est dans ce dialogue
entre tout et les deux autres images sont plutôt des références conceptuelles, c'est-à-dire il y a très peu dans ce projet de Rossi, sauf peut-être que la version idéale de son projet-là, de l'école, c'est aussi une école, hein, c'est l'école de Faiano Olona, avec ses grandes pattes, quelque part, intéressant, mais aussi quelque part qu'on a besoin d'une sorte de geste direct pour que tous les autres éléments trouvent sa place. Après, et pardon, je réponds à cette deuxième version. Donc, quand tu fais cette barre, tu dois faire, si je peux le dire comme ça, une barre ambiguë. Ça ne peut pas être une barre claire. Non, c'est pas. Oui, c'est le débat de transparence de Schlutsky, disons, et de Colin Rowe. Et bien sûr, c'est une sorte de transparence implicite. Donc, on ne peut pas faire vitre, colonne, colonne. Non. On ne voulait pas le faire au début, avec le mur et les colonnes, et même dans la deuxième version d'aujourd'hui, on a ajouté encore des murs et des colonnes, et maintenant c'est encore plus flou. Tu penses que tu vois un truc, mais tu ne vois plus rien. Donc ça, c'est important. Mais c'est une négociation, bien sûr. Donc, ouais, merci. Je pense que c'est important aussi pour les étudiants qui sont là d'entendre cette manière de charger un geste extrêmement simple d'une multiplicité de significations, et donc un objet qui va fonctionner à plein de registres différents, et notamment dans sa manière de dessiner le périmètre de cette cour. Et donc cette barre, elle se comprend aussi dans sa relation avec cette cour qu'elle invente en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elle en fabrique, elle en structure le périmètre, et elle lui donne forme. Elle fait de cette cour une grande pièce, finalement, urbaine. C'est l'idée. Pour nous, on a toujours dit c'est un projet de cour. Après, je peux m'imaginer qu'il y a des gens qui disent mais tu rigoles parce que le bâtiment que tu mets à côté, c'est beaucoup plus grand que la cour. Hein. Mais c'est vrai que la cour est le sujet. Oui, mais dans la description du projet, c'est vrai qu'il y a... le discours alterne entre l'argument de dire le cœur du projet, c'est la barre des ateliers, et le cœur du projet, c'est le forum, c'est la cour. C'est les deux, c'est toujours les deux. C'est inséparable. Hein, et c'est là où, effectivement, cette barre est d'abord et aussi la façade de la cour, un objet bidimensionnel qui vient dessiner cette figure. Le mot figure, d'ailleurs, revient souvent dans le discours autour du projet. Hein, c'est la volonté d'inscrire dans cet ensemble de la caserne fond, qui est un ensemble composite, fait de strates successives qui sont un peu hétérogènes, y inscrire une figure claire et lisible. Hein, ce terme-là d'une certaine lisibilité de la figure revient souvent dans le discours autour du projet. Je pense, je m'ai rendu compte que dans ma présentation d'aujourd'hui, j'ai pu montrer ces différentes couches historiques de la caserne. Ils étaient très présents dans le premier débat il y a un mois et demi, je ne me souviens plus. C'est quand même un dessin important parce que tu vois cette grande église avec l'abbé, tu vois que l'église disparaît. Tu vois qu'il y a des bâtiments de la caserne qui devient vraiment caserne. Tu vois qu'il y a à la fin, quelque part, la manège. Donc, il y a des différentes situations. Je pense, s'il y aurait une belle figure historique de laquelle tu peux facilement définir que c'est ça la figure, et la figure était là pour une éternité, je pense que ce geste serait absurde. Mais ici, on parle d'une sorte de complexe, une sorte de urban fact, si on peut le dire, un fait urbain qui est fait par des différents éléments. Certaines ont survécu, les autres pas. Et c'est comme un dessin qui n'est pas fini. C'est difficile, c'est peut-être même pas fini après notre geste, parce qu'il n'y avait pas une figure claire. Hein. Et ça, c'est quelque part une opportunité. Ça, c'est vraiment une question que je me posais. Après, je vais passer la parole à Christophe. Mais sur cette question de cet ensemble urbain, de ce campus, de la caserne et de son éventuel achèvement. C'est-à-dire que, est-ce que
finalement, ce projet, l'introduction de ces différentes pièces, notamment cette barre, cette cour, etc., viennent à la fois donc donner une cohérence, une lisibilité à cet ensemble. Et est-ce que cet ordre, c'est un ordre achevé? Est-ce que c'est un ordre, un ordre fini, fermé, ou est-ce que vous avez envisagé dans le projet l'éventuel devenir de ce site au-delà de votre projet, puisque voilà, c'est une étape dans une succession, c'est une nouvelle strate dans un ensemble de strates, et donc est-ce que les futures strates sont possibles dans ce nouvel ordre, dans cette nouvelle figure? La courte réponse est oui. Oui, un petit peu plus longue, c'est que je pense quand même que notre bâtiment, si ça marche bien, je dirais, fait un dialogue important, j'espère, avec l'ancien bâtiment comment on dit ça en français, en face, tu dis ça? En vis-à-vis. En vis-à-vis. Et on a même dimensionné le bâtiment d'être symétrique avec ce bâtiment. Je pense que ce dialogue, je sais bien parce que j'ai un peu lu vos commentaires, c'est-à-dire cherche quelque part une sorte, si je peux le dire moi-même en anglais, un difficult hole, je pense. Ce genre de dialogue essaye de bloquer quelque part quelque chose. Mais ok, c'est pas parce que c'est bloqué que ça ne peut pas changer. Mais donc, c'est pas, je pense l'idée, c'est pas de faire encore une couche, n'importe quoi, mais de vraiment chercher une sorte de composition, si je peux le dire, qui au moins peut survivre pour quelque temps. Après, à voir, bien sûr. On a jusqu'à maintenant surtout discuté sur les aspects formels et contextuels du projet, mais un des buts de cette soirée, c'est aussi de parler de pédagogie et d'enseignement et, disons, de la définition d'une école d'architecture. Et peut-être ce qui est aussi radical dans le projet que l'aspect formel, disons, la décision de composer une barre, c'est aussi cette décision de se concentrer sur les studios et les ateliers, ce qui était naturellement demandé par l'école, plus d'espace pour des studios et des ateliers. Mais c'est aussi une manière de définir, disons, une école d'architecture en général. Et je me demande, si je me rappelle bien, Office a déjà participé dans d'autres concours aussi pour des écoles d'architecture. Est-ce que c'est aussi une prise de position de votre part de dire, oui, c'est ce qui est central dans une école d'architecture, ce sont les studios? Partiellement, oui. Après, c'est toujours un peu dangereux de dire ça parce que, tu vois, on aime beaucoup les enseignants, les profs de théorie et d'histoire et de techniques et de construction. Donc, quand même. Mais l'idée, enfin, je dois le dire, avec Yelena, jusqu'à récemment, j'enseigne aussi à Mendrisio, avant à Lausanne. On enseigne pas mal aussi aux États-Unis. Je pense que ce sont quand même les écoles qu'on a fréquentées où l'atelier est très important et quelque part point de référence comment dire, l'espace clé où tout se touche. Et je trouve ça très important. Mais souvent, et moi comme toi, par ailleurs, nous sommes quelque part produits ou victimes, je ne sais pas, de l'école de Gand, l'université de Gand, où jusqu'à récemment, encore aujourd'hui je pense, les ateliers sont quelque part cachés au-dessous de la mansarde, qui est bien sûr quelque part rock'n'roll et cool et tout ça, mais à la fin c'était aussi, j'ai toujours un peu vécu comme missed opportunity. Je pense, oui, l'architecture, c'est quand même l'architecture quelque part. Et il y a beaucoup des autres traits qui se centrent dans l'atelier. Et de faire une école d'architecture qui, vraiment, quelque part, de manière méga claire, embrasse cet aspect. Et comme Dom Commune, on vit
et on travaille, et on travaille là-bas avec cette vue, avec ce mur, hein, c'est un peu l'argument. C'est peut-être aussi une manière de, disons, de manifester la présence de l'architecture dans un contexte institutionnel qui est toujours partiellement non architectural. Donc, ça, c'est typique pour une école d'architecture, que ça fait partie d'une autre école qui n'est pas intéressée dans l'architecture. Et donc, dans ce sens-là, on peut aussi interpréter cette barre presque comme une acte politique, disons, de vouloir demander de l'attention, au moins de montrer la présence de l'architecture. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Oui, heureusement, il y a des choses que tu découvres avec l'équipe après ce que tu as fait la première démarche. Hein. C'est pas que tu réfléchis sur tous ces points et dis on doit faire ça, ça et ça, et alors on fait ça. Non, c'est plutôt tu fais ce geste. J'ai essayé d'être très honnête. tu fais quelques tests, tu trouves un geste et tu dis oh waouh, ce geste est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est certain que ici il y a une opportunité aussi parce que l'école d'archi fait partie de l'université, mais quelque part est sur le domaine, qu'elle partage avec l'école d'art et la manège. Donc, quelque part, she's the only actor. Tu es là et tu peux te présenter. Et tu te présentes vers les différents autres, instituts, si tu peux le dire comme ça, mais même vers la ville, parce que tu fais un bâtiment qui est presque urbain, qui va au-delà de la caserne. Oui. C'est une manière de revenir sur la discussion sur cette barre qui est à la fois un grand contenant et puis une vitrine. Ça a été beaucoup dit aussi dans les textes du projet. Donc un dispositif de mise en exposition de l'architecture en train de se faire, presque jour et nuit, je dirais, parce qu'on imagine ces ateliers fonctionnant le jour, le soir, les charrettes, etc. Donc une sorte une architecture qui là met en exposition son contenu, ce qui est peut-être un peu atypique dans le travail d'office qui a souvent revendiqué cette architecture sans contenu, où là effectivement au contraire ce dispositif est là pour magnifier, mettre en exposition et montrer à l'ensemble du site les architectes en train de travailler. Oui, mais comment dire, le sans contenu chez nous, c'est surtout qu'on dessine des espaces sans vraiment comment définir le fonctionnement des espaces. Ça nous a toujours fascinés. Mais pour faire ça, tu dois bien sûr étudier comment fonctionnent les espaces. Ça, c'est une chose. Pour éliminer les traces directes. Et je pense déjà, et j'espère que Pierre et Daniel et leur équipe sont un peu d'accord là-dessus, même ce projet-là, si on parle de rez-de-chaussée, a déjà complètement changé de contenu. Et j'aime ça, tu vois, quand tu enlèves la circulation, quand tu enlèves beaucoup de traces qui sont très programmatiques, beaucoup est possible. On a même dans la version actuelle, on a réintroduit cette passerelle dans les deux côtés parce qu'on pense que comme ça, tu n'es pas bloqué, c'est-à-dire tu n'as pas une sorte de noyau, tu entres cette grande espace long et c'est fini. Non, c'est possible. C'est possible de faire une sorte d'enfilade des espaces, des ateliers, mais c'est aussi possible de prendre cette galerie, ouvrir une porte et tu entres potentiellement un espace qui est vraiment séparé. On aime ça, c'est-à-dire chercher des fois avec beaucoup d'architecture, beaucoup de murs, des fois avec un peu d'architecture. On a des maisons, beaucoup d'espaces, des chambres quelque part en séquence, mais aussi une maison qui est circulaire et qui cherche la distance. Je pense que ce sont toutes des différentes manières d'introduire une sorte de potentiel qui est, j'espère, assez bien étudié dans des dimensions, mais qui n'est pas fixe. J'ai longtemps enseigné à l'école de Marne-la-Vallée, qui était dessinée par Bernard Tchoumi, et qui est presque l'exact opposé de ce projet, où en fait l'école était organisée autour d'un grand atrium, qui était l'espace de l'event, l'espace du non programmé, de l'imprévisible, etc. Et donc toute l'activité pédagogique de l'école était projetée en périphérie, dans des espaces pas forcément très pratiques. Tout était focalisé sur les interactions imprévisibles qui pouvaient avoir lieu dans cet atrium. Là, on a l'impression que, au contraire, c'est vraiment
c'est cette activité des étudiants faisant de l'architecture qui devient le noyau effervescent et intense qui rayonne autour du site. Enfin, il y a presque un retournement complet par rapport à Tchoumi. Et donc là aussi, c'est une question qu'on avait par rapport aux différents exemples récents d'architectes ayant dessiné des écoles d'architecture, voilà, la Caton-Vassal à Nantes, Alvaro Siza à Porto, il y a plus longtemps, où il y a à chaque fois un parti pris à la fois architectural et pédagogique. La Caton-Vassal, c'est l'idée d'espaces capables, appropriables, non programmés, etc. L'école de Siza, on pourrait dire, c'est presque un manifeste d'une certaine manière de faire l'architecture, presque un modèle in situ pour les étudiants. Tchoumi, voilà, l'event imprévisible au cœur du bâtiment. Voilà, comment vous vous situez à la fois architecturalement et pédagogiquement par rapport à ces précédents? C'est une grande question, hein, parce que ce sont des grandes références que tu utilises. Mais je pense, et étrangement, j'ai eu avec David la semaine passée une grande sorte d'échange avec Giovanna Borassi de CCA sur notre architecture en général. Et quelque part, je pense, dans cet échange, j'ai découvert, parce que souvent des débats, des échanges sont faits pour ça, j'ai quelque part découvert que la maison solo, disons la maison ronde, dans le forêt, était une sorte de bâtiment clé qui me fait mieux comprendre la démarche des projets des dernières 10 ans, parce que c'est un projet d'il y a 10 ans, peut-être 12 ans, je ne sais pas. Et je veux dire que dans beaucoup de projets qu'on a fait avant, il y avait toujours une sorte de proximité qui était coupée par des murs avec des fenêtres, des ouvertures, une sorte de séquence. Certainement le projet début. Mais je pense que Maison Solo coïncide un petit peu avec le projet qu'on a fait pour le campus RTS à Lausanne, qui est d'ailleurs maintenant en construction. Et donc du coup, je pense que la Maison Solo nous a aidés en cherchant un autre, je dirais, outil, ce qui est la distance et l'épaisseur comme une sorte de manière d'organiser l'espace. Et aussi ce projet-ci, je m'imagine une sorte de, résultat de cette démarche. Donc oui, c'est pas un grand hall qu'on n'utilise jamais autour des espaces méchants pour étudier. C'est pas une grande garage, et j'adore la grande garage de Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, mais quelque part, je pense que c'est plus l'époque de ces grandes garages. Qu'est-ce qu'on fait avec ces grandes garages? Comment est-ce qu'on va climatiser ces grandes garages? Il y a des vraies questions. C'est pas l'hyper-architecture de Alvaro Siza non plus, parce qu'on ne font pas ça. Mais c'est une sorte de recherche typologique qui quand même veut créer des espaces qui sont en même temps très privés et très ouverts. Et pour moi, la solo a aidé à comprendre ça. Donc des fois, tu peux vraiment faire des choses presque sans, without defense system, sans protection, ouvert. Mais tu dois donner assez de distance, que tu peux quand même être la seule aussi. Parce qu'une école est complexe. Et peut-être ces questions viennent encore, mais c'est quoi une architecture d'école, hein? C'est quoi une architecture d'école d'architecture? Qu'est-ce que tu peux décider et qu'est-ce que tu ne peux pas décider? C'est très, très difficile. Et c'est difficile en général pour une école, mais certainement pour une école d'architecture, parce que tu vas enseigner le vrai sujet avec lequel on a fait ce bâtiment dans ce bâtiment. Donc c'est tautologique quelque part. Donc je pense pour nous c'était important de chercher de faire une sorte de minimum expression, mais avec un maximum de différence d'espace, mais avec un maximum de flexibilité qui n'est pas over flexible. Donc c'est ça. Donc je pense même, et j'étais honnête, que la forme longue, fine n'est pas née avec ces réflexions. Le moment quand la forme était là, on a dit
c'est une opportunité. Donc, tu vas avoir toujours cette relation avec la cour, mais tu peux être proche au hall, au loin de hall. Tu peux être assez concentré, tu peux être assez à toi-même ou très partagé, dans ce grand ou long plateau, mais tu peux être aussi seul, on va mettre tous les murs dedans, ou les étagères, ou les meubles. Donc c'est ça ce qu'on cherche. Et à la fin, mais c'est quelque chose que tu peux que réfléchir après ce que tu l'as fait. Maintenant, on est au milieu, donc pas déjà là, mais disons, si je peux juger la figure actuelle, je pense, oui, c'est proche à notre architecture pour cette raison. Ça donne quelques figures, quelques typologies très raffinées quelque part, qui donnent le potentiel sans décider. Mais probablement, l'école d'architecture n'est pas seulement définie par des espaces ou d'architecture, mais aussi par des livres et des publications. C'est aussi quelque chose que vous, comme enseignant, à montrer. Avec Yelena, surtout. Avec Yelena, c'est ça. Dans le sens que vous, les 2 livres les plus populaires sur des architectes, disons, historiques, ont été publiés ou ont été écrits par vous et pas par des historiens et des théoriciens. Donc, dans ce sens-là, c'est une réussite. Mais je veux dire que peut-être l'inclusion de histoire et aussi de théorie d'architecture dans le studio que vous organisez est aussi d'importance, ou a naturellement aussi une certaine signification. Aussi dans la présentation que Kersten a donnée, il y a toujours une certaine théorie et histoire d'architecture qui a un rôle important. Oui, c'est absolument vrai. Oui, je pense que c'est aussi important de mentionner ça dans le contexte d'école d'architecture, que malheureusement, parfois, il existe une sorte en fait, le 2 mondes assez différents. Un, c'est le monde de école, et une fois que les étudiants deviennent les architectes, et ils deviennent, voilà, commencer son vie professionnelle, et toutes les choses comme histoire ou théorie est mis à côté ou complètement perdu. Et on essaye de prendre différentes méthodologies, donc à Office, ça c'est très important. Donc à un côté, je pense que aussi, voilà, Kersten et David, ils enseignent maintenant c'est Mendrisio, à l'époque c'était EPFL à Lausanne, mais aussi toutes les écoles aux États-Unis, Harvard, Columbia et Yale. Et après, donc tout ça, je dirais que c'est pas, même si on a une sorte de titre. Donc, il y a Office et il y a Office sans Office, Office without Office, qui démarque, en fait, c'est une démarcation de toutes les activités ailleurs, autour d'Office. Mais en réalité, c'est la même chose. Donc, je le vois presque comme un terrain d'essai. Donc, tout ce qu'on fait ailleurs, tout ce qu'on fait dehors d'Office est aussi très important. C'est une sorte de ping-pong de relation entre les deux. Donc, à un côté, on peut dire que oui, toutes les publications que tu as mentionnées, en part, il vient des écoles, mais aussi l'intérêt, c'est presque de faire une sorte d'alibi, de produire quelque chose, de tester, de faire un débat dans Office et sur les projets dont on travaille. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment, même dans les présentations comme ça, c'est aussi un petite partie que vous avez vue aujourd'hui, mais pendant le projet, donc c'est pas seulement un sorte de formalisme ou maniérisme de faire des choses, mais aussi il y a beaucoup de théorie. Ouais. Mais c'est quand même assez rare, je pense, d'être architecte et professeur ou enseignant d'architecture et d'avoir aussi cette approche monographique. Donc il y a cette continuité presque de toujours
diriger les étudiants vers d'autres architectes et pas nécessairement vers Office, Kersten Hiers, David van Ben Seer. oui, c'est vrai. Il y a des gens C'est qui me parfois disent que c'est difficile, pas la mais- bonne méthode. Mais ok. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, ça vient aussi, je dirais, de la tradition d'architecture, d'éducation architecturale, en fait, l'école des beaux-arts. Évidemment, parce qu'au début, donc, en fait, d'apprendre l'architecture, ça veut dire regarder l'architecture, étudier les autres architectes, et juste après, tu peux essayer de faire quelque chose toi-même. Donc c'est vrai que le moment qu'on a décidé de faire en fait, on a toujours fait un sort des monographies. Parfois c'est un livre, un vrai livre, mais on a fait toute l'édition de Architecture Without Content, par exemple. Il y a toujours des ancestors, les ancestors, donc il y a toujours des autres exemplaires qu'on étudie après, en fait, avant le projet. Et c'est toujours, aussi, on n'est pas les historiens, on n'est pas les théoriciens, donc on a un autre point de vue. C'est ça qui est important. Oui, peut-être. C'est aussi, je me demande des fois, je pense que nous sommes très généreux, hein, on aime des autres, c'est une bonne chose, mais on est très égoïste aussi, hein, tu vois, parce que moi je les aime mieux que les autres. C'est quelque part entre ces deux positionnements, je pense. Hein, je me souviens, chaque fois quand nous faisons un livre avec l'école ou dans notre contexte d'éducation, il y a certainement un ami à moi, hein, pas quelqu'un que je ne connais pas, qui me dit « Ah, toi, Venturi, c'est pas logique, non ?» Je dis « Pourquoi pas? Je ne peux pas faire ça. » Tu vois? Et donc, il y a ça toujours maintenant. Et Venturi, Rossi, Unger, je sais pas, tout le monde a accepté. Donc, on a fait Aldo et Hani Van Eyck il y a pas longtemps, il y a un an. Et donc, il y avait des gens aussi de nouveau. Giancarlo De Carlo. Oui, maintenant, oui, mais j'y arriverai là-bas. Et ces gens-là, j'ai dit, ah oui, mais dans 3 semaines, hein, 3 semaines, oui, dans 3 semaines, on aura un livre sur Giancarlo De Carlo. Giancarlo De Carlo, tu peux pas faire ça, c'est horrible. Parce que oui, ils ont quelque part compris notre, je sais pas, notre nuage de pensée. Mais c'est pas ça. Et honnêtement, Giancarlo De Carlo, c'est drôle parce que nous avons fait ce tour avec les étudiants, avec notre équipe, avec Stefano Graziani dans ce cas-là, et dans tous les collèges à Urbino. Hein, et je ne dirais pas qu'on a dessiné l'école de Liège après de voir les collèges. Oui, historiquement, oui, mais c'était pas la relation. Mais je pense quand même que ça a influencé, et c'est intéressant. Tu vois, tu cherches de trouver, de comprendre des choses, comprendre des bonnes et des moins bonnes choses. Et à la fin, c'est toujours intéressant. C'est fascinant, vraiment. Ça, c'est important, peut-être. J'aurais envie que tu approfondisses en quoi donc tout ce travail pédagogique que vous faites ensemble et ce travail monographique déjà informe et nourrit la pratique d'office, et en particulier comment ça a informé ce projet en particulier qui est un projet d'école d'architecture où effectivement où il y a une sorte de conjonction entre la forme et le contenu là, assez évident, puisque vous êtes architecte, enseignant. Oui. Ben, ok, mais une chose importante, et Yelena aussi fait ce bémol, le bureau, étrangement, ou pas étrangement, logiquement, c'est un bureau de David et moi, et bien sûr notre collaborateur. Donc, disons, dans la stricte interprétation de comment est-ce qu'on fait un projet, bien sûr avec l'équipe, j'ai déjà mentionné Hugo qui est ici, qui était très important dans le projet. Il a même présenté la plupart du projet dans le concours. J'étais là avec lui. Mais il y a un dialogue entre David et moi. Et ça, c'est un dialogue important. On enseigne ensemble, mais pas tout le temps. Et le livre, je fais plutôt avec Yelena, avec une autre équipe. Et donc il y a un aspect qui est entre le bureau. Et qui donne des éléments, mais pas trop clairs. Et maintenant, on va faire un bâtiment comme Aldo Rossi l'a fait en 1973. Non, ça ne marche pas.
ça fait partie d'une sorte de... C'est une bibliothèque. Je pense que ce que tu es en train de faire avec tout ça, c'est que tu crées une sorte de bibliothèque personnelle. Il existe une bibliothèque personnelle, bibliothèque de bureau, des bibliothèques d'aide, beaucoup de choses, mais je pense pour activer le livre dans ton bibliothèque, tu dois faire ce livre, hein, ce propre livre. Donc c'est pour ça que j'ai dit, il y a aussi un aspect égoïste, parce que ce livre, cet architecte, ou cette démarche, ou cette idée, a difficult whole, un urban fact, autre, ça devient des idées actives dans ta tête, dans le bureau, dans le dialogue des choses. Et donc ça, c'est une couche très, très importante. Aussi dans le dialogue avec David, qui vient avec des autres éléments. Et je pense dans ce dialogue-là, on commence dans l'équipe de faire un projet. Après, bien sûr, tu peux commencer à interpréter. Et c'est intéressant, parce que tu apprends ce que tu es en train de faire, et comme ça, peut-être tu fais un autre pas. Mais ce n'est pas de nouveau que toutes ces idées que maintenant, desquelles on peut parler, étaient là au début. Non, c'est impossible. Je pense architecture, et pour ça, je suis super heureux de faire ce bureau avec David. Pour nous, c'est un dialogue. C'est vraiment un dialogue autour d'un dessin. Autour d'un dessin. Donc, c'est-à-dire, il y a des choses, il y a un dessin sur la table, du coup, tu dis, oh waouh, ça c'est une bonne idée, ce geste. Hein? Forme fine, longue. Ah, ça c'est une bonne idée. Peut-être pas déjà clair pour tout le monde pourquoi c'est une bonne idée, ou peut-être pas pour les mêmes raisons que c'est une bonne idée. Après, le dialogue commence et ça se densifie, point de vue d'argumentation. Je pense que c'est là que l'éducation est importante. Et on essaye d'enseigner aussi comme ça, en disant, je pense qu'il y a des gens, à Mendrisio par exemple, qui pensent que nous sommes des hyper formalistes. Parce que souvent on dit, ok, tu fais quelque chose. Tu fais, ok, ça, c'est beau. Ah, change rien. Tu ne changes plus rien, ça c'est l'idée. Et après, ça veut dire quoi? Et après, ce formalisme vient le projet, avec. Et tu comprends, et ça change quand même. Mais ce n'est pas après une sorte de longue analyse du contexte. Non, pas dans l'école. Un peu plus au bureau, mais quand même. Yelena? Oui, je suis d'accord. Et aussi, il faut dire, à Office, ce qui est très important, c'est la culture architecturale. Ça veut dire qu'on est intéressé à l'histoire, mais pas seulement comme une chose morte ou les choses d'éducation, quelque chose qu'on a... Je peux aussi parler de moi-même. J'ai étudié, par exemple, les architectes comme, disons, Giancarlo De Carlo, mais maintenant, c'est complètement différent de l'étudier comme ça. Ça veut dire écrire, visiter et parler de son architecture dans un contexte différent. Parce que ici, on est, comment dire, je dirais qu'on est plutôt intéressé de qu'est-ce qu'on peut avoir de cette œuvre que justement à l'architecte quand même. Donc c'est pour ça que ce qui est intéressant, et je dirais aussi l'œuvre d'Office s'inscrire dans cette histoire comme ça. C'est un dialogue constant. C'est un dialogue avec l'architecture du présent, l'architecture du passé, des idées qui sont toujours là. Oui, mais c'est light, hein? C'est très light. Hein? Et c'est très light. Et c'est aussi les livres qu'on fait, par exemple, oui, les publications, les livres qu'on fait, un peu, c'est un peu superficiel, je dirais, parce qu'on n'est pas intéressé on n'est pas nécessairement intéressé sur tous les aspects d'un auteur, mais c'est juste des choses qu'on peut utiliser dans notre propriété. Et ça commence toujours avec le fait que Yelena commence chaque projet en disant « je déteste X ». Donc tu dis Aldo Rossi, elle dit « je déteste Aldo Rossi ». Donc tu dois faire détestable qui sera Léon Krier. Oui, on a déjà invité Léon Krier à l'école EPFL dans le temps. C'était intéressant, je pense. Oui. Mais ok, il y a beaucoup de gens intéressants. Il y a beaucoup de gens détestables. Il était bizarre quand même dans tout son truc blanc. Mais ok, c'est notre. Oui, c'est chapeau blanc. On l'avait invité à Marne-la-Vallée, effectivement. Il était venu avec son toujours costume complètement blanc. Et sa valise en cuir. Et alors, pour revenir au projet, donc cette espèce de vision
un peu culturel du projet architectural, comment il se déploie dans le campus. On a l'impression que quand on voit la cour, c'est un petit peu l'interface entre les étudiants et les enseignants là, à chaque bout, et puis les ateliers, et puis le Learning Center qui est plus l'endroit où il y a les livres, quoi. Et qu'il y a une sorte de mouvement comme ça, perpétuel, à travers cette cour qui finalement traduit cette vision que vous avez de la manière de faire de l'architecture avec ses grands ancêtres et ces grandes références dont on s'approprie la substance d'une certaine manière. Oui, mais ce qui est spécifique, mais c'est même presque une observation du moment, mais c'est quand même, c'est un projet que même si ça parle peut-être d'une langue d'ouverture, hein, une grande fenêtre vers la cour, c'est quand même aussi, et peut-être typiquement, si je peux le dire comme ça, mais maintenant je deviens le critique, tu vois, c'est quand même typiquement un projet de différentes espaces, différentes chambres, différentes coupes, hein? C'est des coupures, c'est-à-dire il y a la hall, mais la hall touche la barre, mais la barre touche la cour touche l'ancien bâtiment avec sa grande porte qui va vers le Learning Center. Donc c'est-à-dire il y a quand même cette séquence de différents moments. Il n'y a pas un désir du tout, et je pense c'est souvent chez nous, de les mélanger tout. Hein. Donc, c'est-à-dire, c'est pas ce grand espace multi-utilisable que va faire entrer à, non. Donc, quelque part, mais peut-être même sans le savoir, hein, mais peut-être parce que c'est notre ADN, on utilise le territoire de la cour, de la caserne au maximum. Ça, c'était l'idée. C'est l'idée. Et chaque espace est quelque part à soi-même, quelque part. Et on peut l'utiliser d'une différente manière, hein, mais donc cette idée-là, donc de séquencer hein, l'usage des choses, quelque part c'est typique. Mais je l'observe aujourd'hui, hein, jamais réfléchi. Oui, par rapport à un projet comme celui de la Caton Vassal à Nantes, tout est inclus dans ce grand parking capable et peut interagir de manière très inattendue, très imprévisible. Ouais. Et là, en fait, les choses sont clairement identifiées. Ouais. Il y a le moment du projet, il y a le moment de la recherche, il y a l'espace des enseignants, l'espace des étudiants. Les choses sont clairement identifiées, ont leur maison. Mais c'est là ce qui me fascine, c'est là que la forme de la barre, quelque part, est comment tu dis ça en français, une fausse amie. Hein? Parce que tu peux voir cette barre hein, et tu dis, hey, tu t'imagines cette barre, tu prends un autre projet, disons un peu actuel, toutes ces étagères qu'on voit partout maintenant, hein, et tu dis, ah oui, c'est projet étagère, tout est capable, espace capable, tout est échangeable. Mais c'est pas tout le cas. C'est pas du brutaire, quoi. Non, mais j'adore Alexandre et voilà, je dirais, ils sont super. Mais non, c'est vrai, c'est pas brutaire. Et parce que Brutaire fait Brutaire et nous font justement, autre Brutaire chose. est vraiment dans la lignée de la Caton Vassal, de faire des bâtiments multifonctionnels, empilés, et où l'étagère finalement inclut l'ensemble du programme. Chez nous, non. Chez nous, non. Non, c'est vrai. Et c'est intéressant. Mais de nouveau, hein, c'est pour ça peut-être, j'espère que pour le public, c'est encore intéressant. Mais pour moi, c'est intéressant parce que tu trouves des choses qui sont maintenant beaucoup plus claires que dans le processus du projet, je dirais, de ça. Alors, c'est intéressant de peut-être questionner le rôle de building pedagogies là-dedans, parce que c'est pas très courant de faire un projet d'architecture et puis tous les 15 jours de venir le présenter en public et de se soumettre à la discussion collective. Et donc j'avais noté cette phrase dans l'introduction du livre de Gargiani, nous ne cherchons pas à célébrer le processus créatif, ce qui nous intéresse c'est l'objet final avec ses compromis et ses altérations sans fin. Donc là la manifestation même Building Pedagogies rend public en permanence le processus. Et donc je me demandais dans quelle mesure cette mise en discussion du processus du projet
dans quelle mesure il l'a impacté, il l'a altéré, il l'a réorienté, il l'a nourri, voilà, ou il l'a empêché. Voilà, comment vous imaginez, disons, le rôle de cette manifestation sur le projet? Je pense que je dois dire, tout au début, il y a ici à l'école une super équipe avec qui on échange. Honnêtement, je pense c'est incroyable. Bien sûr, c'est pas souvent le cas que tu as un client qui est quelque part aussi, la plupart des gens, architectes. Hein. Mais ça peut être aussi, comment dire, une nuisance, ça peut être aussi impossible, hein, parce qu'à la fin, des architectes ont des égos moyennement grands. Donc peut-être on a eux aussi un peu peur de ça, mais honnêtement, c'est tout le contraire. Je pense qu'on se comprend, on peut partager ce que pour nous est important, qui est peut-être ouvert. J'ai aussi l'impression que nous avons présenté de manière très ouverte. Ça, c'est une chose. On a des voisins très proches. Et des fois, les voisins, c'est simple. C'est-à-dire, ça, c'est ton lot, et à côté, c'est notre lot, et tu fais un truc, et peut-être le voisin peut être contre, mais c'est un débat assez réglé. Ici, dans la caserne, c'est un peu moins réglé, parce que, comme je viens de partager au début, si la cour appartient à toi, tu peux discuter sur la cour, mais à la fin, tu as quand même un voisin qui habite à côté du cours. Donc, on a eu ces échanges importants, je pense. Je pense que ça a beaucoup nourri le projet. Après, je dois quand même dire que, et c'est peut-être le résultat de notre manière de communiquer, beaucoup de gens ont une étrange idée de notre bureau. C'est-à-dire, c'est vrai, on réduit la communication à quelques plans, une perspective, une figure, une maquette, je ne sais pas. Mais les clients qu'on a, nous avons encore aujourd'hui, peuvent, je pense, le confirmer. C'est exactement grâce à ce, disons, formalisme quelque part spécifique que nous sommes des architectes incroyablement ouverts dans un processus. Parce qu'il y a quelques idées qui sont clés, ils ont quelques éléments qui sont clés. Souvent même pas la matérialité des choses est vraiment fixe. Les autres éléments sont peut-être fixes. Et le reste, on négocie. Et donc c'est avec ces guides, de ces formes, ces figures, qu'on peut vraiment prendre beaucoup dedans. Et ici aussi, j'ai cette impression. Donc, on a très peu parlé, mais le RTS, maintenant, pour nous, c'est une sorte de la radio-télévision suisse en Lausanne, quelque part, un projet clé pour cet argument. C'est un projet qu'on a gagné il y a 10 ans. C'est, disons, 4 boîtes, des émergences et une sorte de grand figure, de laquelle on parle, une sorte de nappe, une sorte de champ. Hein. Et tout a changé et rien n'a changé. C'est-à-dire, il y a encore 4 figures, il y a encore cette nappe, ce champ. Mais quand tu vas comparer les deux projets, c'est un autre projet, mais c'est le même projet. Et c'est exactement, les gens sont un peu hypnotisés par ces figures, par ces formes. Donc, et c'est exactement ça ce qu'on cherche. Tu veux hypnotiser et après tu peux beaucoup changer, négocier, parler. C'est fondamental. Autrement, tu ne peux pas arriver à faire un bon projet. Oui, mais aussi, je voudrais aussi ajouter par rapport cette phrase, oui, le livre. En fait, c'était un livre pour tout le monde, si vous ne connaissez pas. C'était un livre qui a été écrit par Roberto Gargiani, un historien, c'est important de dire, sur Office. Et c'est vrai que il n'était pas très content de non, c'est juste de voir. Il est très content en général. Oui, mais mais c'est ce que je veux dire, c'est il n'a pas trouvé beaucoup de traces des projets. Parce qu'on n'a pas beaucoup de, on n'a pas des archives. Donc, au début, il a cherché de montrer tous les stades de projets, des esquisses, des maquettes, tout ça. Et en fait, le phrase, c'était un peu plutôt vers ça. Donc, ça veut dire, on a toujours des maquettes finales. On ne garde pas les maquettes, intermédiaires parfois, mais c'est rare. Mais ce qui est important de dire, et comme Kirsten a noté déjà, c'est juste parce qu'on est un peu contre la célébration du processus comme processus,
Mais un projet, c'est toujours un processus. Donc c'est pour ça le projet a un vie et un bon architecture, c'est un architecture que peut en fait durer tous les changements qui se passent toujours. En fait, il y a un vie pendant parfois des années. Il y a beaucoup de changements et tout ça. Donc c'était plutôt ça. Mais de ne pas célébrer le processus, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. C'est peut-être aussi votre question. Donc, oui. Dans le cadre de building pédagogique, oui, ouais. le processus est- Oui. Oui. Il est toujours là, mais c'est aussi dans les studios d'office à l'école qu'on a fait de pin-up, en fait, les affiches. Le format est toujours très important. Même si c'est un critique intermédiaire ou un critique après, je sais pas, une semaine de travail, c'est pas final, mais on regarde pas les choses intermédiaires, ça veut dire un esquisse sur l'écran ou quelque chose, mais il y a toujours un format, donc il y a toujours une idée de projet final, même si c'est pas vraiment final. Mais comme j'avais déjà dit, le processus est certainement important. Les étudiants sont là, ils les regardent. C'est aussi toujours une question comment on fait que tous les étudiants aient aussi une sorte de langue visuelle qui est un peu similaire. C'est ça, c'est conversation. C'est important de ne pas justement faire son projet, mais de voir qu'est-ce qui se passe autour de lui. Et voilà, donc c'est important de faire ça visible. Christophe? Non, je pense que ça fait aussi partie du processus de cette série de donner la parole aux audiences et de demander s'il y a des questions et s'il y a quelqu'un qui aimerait utiliser cette opportunité de diriger des questions vers Yelena, Kersten. Ah oui, bien sûr. Moi. Yes. Oh, 1, 2. Bonsoir. Merci pour l'explication. Moi, je me suis un peu perdue dans votre conversation de processus parce que je trouve, j'ai passé 5 ans d'études à Saint-Luc et je trouve qu'il se passe plein d'autres choses que le processus. Dans votre projet, vous n'avez pas parlé d'un espace où il y a des étudiants qui passent beaucoup de temps. C'est quand on rentre un peu à droite, il y a un préau en bois. Et je trouve que c'est un lieu qui a beaucoup d'âme et je ne le retrouve pas dans votre projet. Vous parlez de vivre la cour, mais la cour, elle est déjà vraiment, elle est vécue. Il y a plein d'allers-retours entre les bâtiments. Quand on rentre dans le... Désolée, je suis un peu stressée, du coup, j'arrive pas trop à parler. Mais quand on rentre dans la cour de Saint-Luc, on entre dans un monde. En fait, le monde urbain, il est à l'extérieur. Et quand on rentre à l'intérieur, c'est totalement coupé. C'est un peu violent, votre projet, je trouve. S'il se passe quelque chose de doux et de vivant, il y a beaucoup d'interactions dans la cour de Saint-Luc. Et je trouve ça vraiment violent parce que si vous regardez, quand on rentre dans Saint-Luc, à droite, il y a un long mur comme ça, avec une rampe. Là, en ce moment, je crois qu'il y a des tags sur le consentement, etc. Et en mars-avril, il y a beaucoup de soleil, il y a plein d'étudiants qui vont s'asseoir là-bas. Et là, il n'existe plus, du coup. Vous parlez aussi de relations étage-paysage, mais comme je le dis, il y a beaucoup de choses qui se passent au rez-de-chaussée. Du coup, je me demande si ça n'avait pas été intéressant de travailler en rez-de-chaussée dans votre projet plutôt qu'en étage. Après, je ne sais pas ce que c'était le programme et je ne sais même pas comment on gère un bureau d'archi, donc je ne suis personne pour dire ça, mais je dis ce que je pense. Vous pouvez répéter la dernière argument, on n'a pas entendu. Vous parlez de relations étage-paysage, mais il y a beaucoup de choses qui se passent au rez-de-chaussée. Et est-ce que ça n'aurait pas été intéressant de travailler avec le rez-de-chaussée plutôt que de mettre une grande barre Parce qu'en fait, le bâtiment existant, il est déjà comme ça. Du coup, pourquoi refaire la même chose à côté? Et vous avez une dia entière de références
parlez de Sana, Frangheri, Alto, vous parlez des solo house, mais je trouve que ça n'a rien à voir avec l'âme vraiment qu'il y a à Saint-Luc, en fait. Pour moi, c'est totalement déconnecté. Et c'est un peu gros. C'est un peu gros, je trouve, pour l'intérieur de la cour. Et aussi sur vos documents. Après, je découvre vos documents. Peut-être, excusez-moi, mais Pardon. si vous pouvez aller à une question ou un commentaire un peu plus bref, parce que sinon, j'imagine qu'il y a d'autres gens qui veulent poser des questions. Pardon, je m'étale. C'est parce que je suis vraiment touchée. Enfin, Non, mais on vraiment. comprend que vous êtes ému et que vous avez Bah voilà, non, bah c'est une remarque, je sais pas. Je peux Non, mais c'est très clair. sur la violence de cette barre. Oui, bah, non, moi je pense qu'il y a beaucoup de violence en général. Mais désolée, hein, vraiment. Non, mais c'est pas grave. Non, je pense. Je dois dire, premièrement, je suis vraiment content que vous, quand tu as ces éléments dans ta tête, c'est important d'adresser. Donc déjà, merci pour la question. Je dirais, c'est bien clair que je suis pas tout à fait d'accord avec votre analyse, mais c'est pas grave. Je pense que si je peux essayer de répondre d'une manière, comment dire, en cherchant une sorte de dialogue, chaque architecture, de mon avis, c'est peut-être pas votre avis, change la condition actuelle. Donc, c'est-à-dire, tu ajoutes, certainement, on ne doit pas oublier ici, on va ajouter un grand volume de bâtiments dans notre version ou dans des autres versions. La caserne ne sera jamais plus la caserne actuelle, qui est peut-être pas grave. Pour moi, c'est pas grave, je pense. C'est des fois grave, mais je pense que si la caserne peut l'avoir, des fois c'est un peu plus grave, parce que tu dis, aïe, cette figure urbaine, elle est là, est dommage, est-ce qu'on doit vraiment le changer? Après, comment tu le changes? Bien sûr, un certain projet va faire une certaine démarche. Donc peut-être on va éliminer votre mur avec la soleil, mais peut-être on va donner cette soleil à chaque étudiant dans chaque étage de ce bâtiment. Peut-être c'est pas idéal pour certaines, c'est peut-être mieux pour des autres. C'est certainement vrai, et je suis d'accord avec vous, que la cour existe. On n'invente pas la cour dans l'idée, disons, physique. La cour est là, les bâtiments sont là, mais on cherche quelque point comme point de référence cette cour, on réimagine ce cours. Je m'imagine que cette version de réimagination n'est pas partagée avec vous, je peux m'imaginer. Mais voilà, c'est le projet, c'est-à-dire c'était notre démarche. Moi, je pense honnêtement que la plupart des lieux de travail ont une relation très directe avec cette cour, sauf les espaces, bien sûr, qui s'adressent au hall, mais qui est aussi un endroit duquel on n'a pas beaucoup parlé, qui est, je pense, intéressant. Après, bien sûr, c'est une architecture spécifique. Si c'est Bahreïn de chez nous, au Sana ou des autres, je pense, normalement, et c'est intéressant, si je peux utiliser votre question, il y avait cette question juste avant du processus et partager le processus. Normalement, je ne parle pas de ça. On montre 3 images, un plan, une coupe, une maquette, quelques images de maquettes, et je ne parle pas que dans le week-end, j'aime Frangheri ou en fait, ce bâtiment de Sejima de logement est quand même intéressant. Je ne partage pas ça, même si c'est dans ma tête. Donc oui, je le partage. Après, dire que maintenant, ça c'est la raison pour laquelle ce projet ne fait pas partie de la caserne future, c'est un peu con. Parce que, non, dans notre tête, j'espère, il y a beaucoup des éléments, des références. Et aujourd'hui, on l'a partagé. Après, ça doit être un projet qui danse avec le contexte, là, actuel, avec ou sans Kazuo. C'est pas important. Merci. C'est Désolée si j'ai pris intéressant trop de de... Tu as mentionné la aula. En fait, on n'en parle jamais de cette aula, comme si la barre absorbait toute la tension et toute la densité, toute l'intensité du projet et la relation entre la barre et la cour, à tel point que la aula reste un peu à l'arrière comme ça de ce futur campus. Oh.
Oui, bah, Quoi en dire c'est un peu notre faute comment peut-être, elle a- mais on doit laisser la question encore. Hein, mais Non, mais je ça dirais m'intéresse. c'est un peu... Voilà. On en parlera après. Non, mais je veux bien te répondre. Je pense, là, dans la présentation, j'étais un peu vite sur Lola, je pense. Peut-être aussi parce que l'autre est plus grand. Mais tu as raison. Je pense, honnêtement, en plus, cet eau-là doit organiser la communication entre les deux bâtiments existants, avec bien sûr le noyau, aussi une sorte de shop window, une sorte de display de l'école vers la ville directe, encore une sorte de perméabilité. Non, honnêtement, ça doit devenir un lieu important. Mais ok. Pardon, je pense. Il y avait encore une autre question de ce monsieur, oui. Moi, j'ai une question un peu courte. Vous parlez de Building Pedagogy, Learning Center. Il a fallu 50 minutes pour arriver à ce point-là, qui est la pédagogie du bâtiment. Et je me demande tout simplement si c'est pas un peu triste qu'il ait fallu attendre 50 minutes pour qu'on parle de ça. Et ça a été très vite baqué pour revenir sur de la monographie et du processus. Mais peut-être je comprends pas trop bien. Ça a pris 50 minutes de parler. Il trouve de quoi? il trouve qu'on en a parlé trop tard et trop peu. De pédagogie ou de learning center? De pédagogie, c'est ça? Pardon? Ah c'est censé être la même chose, non? Pas nécessairement. Le learning center, c'est un lieu dans le plan. La pédagogie, c'est la pédagogie. Donc je voudrais comprendre de quel on n'a pas parlé. Ouais, non, moi je veux juste savoir si vous ne trouvez pas ça triste qu'il fallait attendre 50 minutes pour parler de pédagogie, et c'est grâce à monsieur tout à ma gauche qu'on en a parlé. Je ne sais même pas si on en aurait parlé ou sinon. Et c'est un peu... Enfin, moi, j'étais venu pour ça. Donc, oui, on peut toujours redonner votre argent, je pense, si c'était triste. Non, Non, mais je pense c'est comme un film que tu n'as pas reçu ce que tu as voulu. Hein. Cette soirée a différentes fonctions. Probablement, c'est aussi l'idée de communiquer d'abord le projet, et après d'avoir une discussion sur la pédagogie et l'enseignement de l'architecture qui a été quand même abordé, je pense. Donc, mais peut-être j'avais compris la question, peut-être c'était par erreur, mais qu'il y a aussi une certaine pédagogie, une forme d'architecture, une manière de faire d'architecture qui est déjà dans votre projet. Oui, mais maintenant, je vais éviter de parler de bâtiment parce que monsieur ne va pas être content. Donc, non. Non, mais c'est pour Non, mais le bâtiment est censé être un reflet de la pédagogie, je pense. Pardon. Le bâtiment est censé être un reflet de la pédagogie, je pense. Oui et non. Et là, oui et non, je veux dire, oui, bien sûr. mais si ça ne aussi... l'est pas, il faut écarter la question alors et dire... Non. Développe votre question, je suis intéressé. Mais si vous ne pensez pas que le bâtiment doit être un reflet de la pédagogie ou de ce que vous pensez l'être, et pourtant ça l'est, hein, vous avez employé une magnifique métaphore, vous avez dit c'est une grande étagère complètement ouverte. Prendre un bouquin, c'est quand même le premier pas vers apprendre. Vous avez aussi, monsieur sur la gauche a mentionné que vous avez mis les studios comme place centrale dans le bâtiment. Donc ça, c'est des actes qui montrent que vous avez quand même une certaine idée de la pédagogie, mais vous n'en avez pas parlé explicitement. Donc est-ce que vous en étiez véritablement conscient? Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de savoir, vous en tant qu'architecte, Non, mais c'est bon. qu'est-ce que vous placez? Et pourtant, comme j'ai dit, hein, la métaphore que vous avez employée, une grande étagère complètement ouverte, ça s'appelle une bibliothèque, et c'est le premier pas, donc le projet, il est là. Mais je trouvais ça vraiment dommage qu'on n'ait pas l'impression que c'est purement conscient, alors que c'est quand même le but de l'architecte, c'est d'être conscient de ce qu'il fait. Oui. Premièrement, je dirais, c'est une bonne question. Deuxièmement, étrangement, vous avez donné des super bonnes réponses à votre question, donc je suis d'accord avec les réponses. Mais après, je pense, la vraie question peut-être est aussi une autre. Est-ce que une architecture, je dirais, construite, peut aller encore au-delà? Est-ce que c'est possible, hein? C'est-à-dire, on a partagé quelques idées, hein? C'est-à-dire relations avec la cour, voilà, c'était un peu contesté juste avant vous, mais murs et fenêtres, on a parlé de ça dans notre présentation de concours, en fait. Important, je pense encore, peut-être de manière un peu à l'ancienne,
qu'on a besoin de murs dans un atelier. Hein? C'est pas que ordinateur, on a un mur, on fait de pin-up, c'est fondamental. On n'a pas parlé de ça, je suis d'accord. Atelier central dans une éducation d'architecte, absolument. Aussi, on n'a pas parlé de ça du tout, introduire ces belvédères, une sorte d'espace ouvert, couvert, qui n'a pas une fonction très définie. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une manière d'échapper l'éducation? Je pense que c'est très important. Donc, tu fais ce que tu vas faire, peut-être, hein? Un projet, je ne sais pas. Mais il y a un moment quand tu ne veux pas faire ça. Tu dois échapper. Embrasser la ville dans l'éducation, je pense très important. Donc, oui, on utilise la cour, oui, dans un deuxième pas, parce que ça va être dans le deuxième pas. On fait le Learning Center à l'autre côté. Donc, tu dois traverser la cour, tu dois utiliser, aussi mélanger, très important, je pense, avec l'école d'art. Hein? Très important, on n'a pas parlé de ça. Je pense que c'est fondamental. Tu vis ensemble, tu travailles ensemble. Très important. On va chercher la relation avec la ville de nouveau directement avec cette grande fenêtre, le hall. On va faire entrer, des fois, peut-être pas tout le temps, mais la ville peut entrer. On peut montrer ce qu'on est en train de faire. Parce que même si on fait un grand bâtiment dans la caserne, ça ne va pas donner assez de puissance à des gens tout simplement entrer la caserne. On doit vraiment avoir cette grande fenêtre vers la rue. Très importante. Aussi pour réimaginer c'est quoi cette rue, parce que c'est un peu dommage cette rue, avec le manège à côté, avec l'entrée de manège, il y a très peu de fenêtres, il y a la pompier à l'autre côté, tu vois. Important. Je pense que tous ces aspects physiques sont importants comme architecte de donner comme une sorte de playing field, si je peux l'utiliser en anglais, pour l'enseignement. Mais je pense là, ça s'arrête quelque part. Je pense qu'on ne peut pas vraiment forcer une sorte d'éducation avec une forme d'architecture. J'ai peur de ça. Ça, c'est très important quand même, parce qu'aujourd'hui, qui sait ce que doit être la pédagogie de l'architecture aujourd'hui, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? La question de l'écologie, la question de la matérialité, la question la question du genre dans la pratique de l'architecture, toutes ces questions, elles impactent directement la pédagogie et on est à un moment de crise de la pédagogie de l'architecture. Donc je pense que c'est important aussi que ce projet-là laisse un certain champ à l'évolution pédagogique et ne la détermine pas dans sa forme. Il me semble qu'il y a des parties, il y a un point de vue bien précis sur la localisation, l'identification des choses importantes dans une école d'architecture, mais le projet n'empêche pas non plus ces évolutions pédagogiques dont nul ne sait vers où elles vont nous mener aujourd'hui. Voilà. Oui, et surtout, en fait, je dois ajouter la question explicite pour ce soir, c'était d'expliquer le processus ou l'évolution du projet de concours. Et ça, je trouve le part de pédagogie aussi, non? C'est normalement, si c'était pas une présentation pour les étudiants d'architecture, on devrait parler des autres choses, mais aussi comment un projet évolue, c'est assez important comme un parti de pédagogie, non? Moi, je voudrais témoigner également de cet aspect de pédagogie, et je pense que ce que Pierre vient d'expliquer est vraiment fondamental dans la discussion et dans la réflexion qu'on a eue conjointement, parce que je pense que dès le début des discussions nombreuses que nous avons pour l'évolution du projet à partir de sa version concours à ce qui nous est présenté, nous a vite amené à une remarque et une question qu'en fait, c'est vers nous-mêmes, c'est vers la faculté que vous nous avez questionné aussi de savoir mais quelle est votre pédagogie, que voulez-vous comme pédagogie? Et ce n'est pas que à Office de répondre à cette question-là. Je pense que si Office nous avait imposé à un moment donné une vision de la pédagogie du projet d'architecture d'une certaine façon, la faculté n'aurait pas été d'accord. Et c'est par le dialogue avec les enseignants qui pratiquent le projet à Liège, de la version un peu liégeoise du projet, qu'on a justement évolué le projet pour arriver à quelque chose qui nous permet d'avoir une situation stable maintenant, mais qui effectivement nous met aussi face à nos propres contradictions dans notre réflexion,
de voir que cette pédagogie va évoluer dans les années à venir et on est là pour le moment, effectivement, à un moment charnière dans lequel je pense qu'il était impossible de définir ce que sera la pédagogie de l'architecture dans les 10 ou 15 ans qui viennent. Oui, et pour ça, j'aime beaucoup cette question parce que je pense qu'on doit réfléchir et peut-être encore être plus explicite. Et alors, dans ce contexte, qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce qu'on donne? Et je pense, si je le réfléchis, je ne sais pas, je pense que nous voulions donner, c'est la ville, c'est la caserne Fonck, c'est la cour, c'est une sorte de désir de notre part et une sorte de conviction, je pense, qu'on doit rester urbain. On ne doit pas se fermer, on doit rester urbain. On doit traverser, on doit voir, on doit faire ces relations, on doit vivre ensemble. Je pense ça, honnêtement, là, l'architecture est capable. Je pense que ça, c'est ce qu'on doit faire, nous. Il y a un autre aspect, peut-être d'autres pas, qui, bien sûr, est beaucoup plus difficile. Mais cette première partie, je pense, c'est important, comme architecte, d'essayer quand même de forcer certaines choses. Dernière question, peut-être? Non, il y a plus. Bonsoir. Du coup, moi, j'ai beaucoup apprécié le projet, personnellement. J'ai 2 petites questions. Donc, moi, je n'étais pas à la première conférence de présentation de projet, mais il y a un truc que j'aurais bien voulu savoir par rapport au bâtiment existant, ce qui devient. Et deuxième question, est-ce que vous avez prévu un espace pour tout ce qui est, je ne sais pas, zone d'impression, impression laser, des choses comme ça? Oui. Et la deuxième question, oui, certainement, il y a une sorte de Fab Lab dans le projet. La première question, c'était quoi? Ce que les bâtiments existants, où il y a les projets actuellement, ceux qui deviennent. Oui, c'est vrai qu'on était un peu court là-dessus. Hein, mais donc, ici, vous voyez le projet un petit peu version compliquée à comprendre. Donc, c'est-à-dire, vous voyez les 2 grands bâtiments existants. Donc, le bâtiment entre les 2 qui fait quelque part la barrière avec la rue, on enlève. Et donc, vous voyez ces 2 bâtiments qui deviennent des bâtiments. En fait, c'est votre gauche. La plupart de ce bâtiment sera le Fab Lab, donc vraiment une sorte d'atelier maquette, mais version, je dirais, gauche. Gauche, oui, c'est ça? Gauche, à gauche, oui. J'essaie de le montrer. Jamais je vois ce truc, mais c'est où ça? Est-ce qu'il est là quelque part? Je ne vois pas. Bâtiment P1, ici, il est là. C'est ici, Fab Lab. Ici, il y a beaucoup de classrooms quelque part, dans des différents étages. Le hall, bien sûr. Et donc là, dans le début, dans le projet de concours, ici, ce bâtiment qui est l'actuelle bibliothèque va rester bibliothèque. Dans cette version-là, c'était encore l'administration qui va maintenant occuper le rez-de-chaussée ici. Et ici, quelques espaces ouverts et partagés. Donc, vous voyez ici que quelque part, le projet change. Ici, on a aussi une sorte de coin étudiant. On a réfléchi parce que c'était toujours vraiment l'idée d'utiliser toute la cour, hein, avec ici la terrasse, avec maintenant, ça va rester bibliothèque, avec dans le futur, bien sûr, ce Learning Center, mais ça, c'est vraiment le deuxième pas. Et donc là, le hall qui fait que tu entres, tu descends du Fab Lab, tu vas utiliser ça, peut-être on va exposer là-bas. Il y a peut-être aussi même des échanges comme ce soir. Donc voilà, on a encore un autre, oui c'est ça, on change tout le temps, donc j'ai même tort parce que maintenant en fait ici en face du hall au rez-de-chaussée, donc déjà dans la barre il y a aussi un auditorium, un petit auditorium, donc qui était là il y a 3 semaines, parce qu'avant c'était autre chose, c'était encore l'administration, après on a pensé peut-être c'est là sorte de overflow atelier, maintenant on a pensé non peut-être on fait ça plutôt dans l'auteur de Belvédère. Donc vous voyez, c'est aussi un petit peu une figure
qui donne encore un peu de potentiel parce qu'on va faire quelque part cette étagère simple, on va faire cette nouvelle toiture serre, disons, on va faire cette ouverture vers la rue et ça c'est le premier pas. Ça c'est le premier pas. Et après, quand on a encore l'argent, si je peux le dire comme ça, on va réfléchir sur le Learning Center qui est important, mais qui n'est pas dans le premier pas. C'est important de concentrer toutes nos énergies dans, disons, la hall, les 2 bâtiments existants et les ateliers comme vraiment noyau d'enseignement. Et moi, j'adore des livres, donc le Learning Center le plus vite possible. Mais ok, ça c'est le deuxième pas. Mais maquette, certainement. On a testé même une sorte d'atelier maquette dans la barre au rez-de-chaussée. Mais à la fin, on a pensé que l'accès des grands objets, peut-être de la rue, peut-être aussi que tu veux montrer après dans le hall ce que tu as fait des fois, dans le belvédère, peut-être toujours cet ascenseur pour amener des grands matériaux. Est-ce que tu veux vraiment faire une Fab Lab avec des grandes fenêtres? Est-ce que c'est pas mieux d'avoir une sorte de vrai warehouse encore? Donc tu vois, à la fin, avec ce bâtiment ajouté et cette hall ajoutée, tu crées quelques bâtiments et tu cherches la meilleure manière de l'utiliser. Ça, c'est vraiment la démarche. J'espère que je t'ai répondu. Alors, avant la dernière question, parce que là, il est 21h, peut-être, monsieur... Le vraiment dernière. Le dernière, alors. C'est absolument dernière. Je voudrais dire, il est incomplet déjà. Peut-être nous ne sommes pas si mal, tu vois. Nous ne sommes pas si méchants. Peut-être ça, c'est la réponse. Non, je pense, et je ne pense pas qu'il a inventé ça. Je pense qu'Yelena un jour m'a dit, ça devient de où? Mais Moritz Kuhn, il y a longtemps déjà, je pense qu'il y a 15 ans, 20 ans peut-être, il a écrit ce texte avec ce titre Half Modern, Half Something Else. Je pense que c'est un peu ça. Donc oui, on est beaucoup de choses. Et ça dépend de perspective, je pense. Et, finalement, j'espère que c'est clair que nous sommes des humains avec quand même un certain cœur pour des choses et des gens et comment utiliser les choses. C'est très important. Moi, en plus, je pense que c'est très important aussi de laisser un espace pour des gens de s'exprimer. Je pense que le positionnement politique est fondamental. Moi, j'ai j'espère que vous avez tous c'est important. Mais c'est aussi important de créer des espaces où c'est encore possible. Donc, je pense que c'est vraiment une obligation démocratique de faire ce genre de bâtiments. Des bâtiments où on peut encore s'exprimer et qui n'est pas déjà complètement métaphore d'une seule idée. Donc j'ai vraiment peur de ça. Je pense que c'est vraiment importantissime. Et après, bien sûr, nous aimons la culture d'architecture parce que je pense que la culture d'architecture, c'est le contexte principal dans lequel une certaine architecture se fait. C'est-à-dire, c'est notre obligation de le faire survivre. Et c'est votre obligation aussi, je pense. C'est-à-dire de s'engager et faire survivre la culture d'architecture. Et c'est dur. Donc voilà.
J'espère que c'est une Et réponse. surtout, le titre de Roberto, c'était Rationalisme incomplet. Incomplet, oui, c'est ça. Donc, on est toujours c'est pas un incomplet. vrai rationalisme. Merci.